Cette nuit-là, après que mon mari m'a battu à plusieurs reprises parce que j'avais découvert qu'il me trompait, je me suis couché sans dire un seul mot. Le lendemain matin, à son réveil, il fut accueilli par l'arôme de son plat préféré, un délicieux rôti de bœuf. Il sourit, satisfait. En voyant la table de la salle à manger chargée d'un festin, il dit avec arrogance, « Eh bien, tu as enfin compris et admis ton erreur. » Mais lorsqu'il vit qui était assis à cette table, son expression changea du tout au tout et il devint instantanément hystérique. Avant de commencer cette histoire, écrivez-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à grandir et vous proposer de plus en plus d'histoires intéressantes. Cette nuit-là, la pluie tombait en un déluge torrentiel, comme si le ciel lui-même pleurait sur le sort qui s'était abattu sur la maison de Grace. Les aiguilles de l'horloge murale du luxueux salon indiquaient déjà 2 heures du matin, mais Grace restait assise, bien droite, sur le canapé en cuir de couleur crème. Elle ne regardait pas la télévision et ne lisait pas de livres, elle fixait simplement intensément la porte d'entrée fermée. Dans sa main, elle tenait un téléphone portable à l'écran sombre, mais à l'intérieur se trouvait suffisamment de preuves pour briser son cœur 1000 fois. Des photos de Michael, son mari, en train de dîner en tête-à-tête avec une autre femme nommée Tiffany venaient de lui être envoyées par un ami qui se trouvait par hasard dans le même restaurant. Grace ne pleurait pas. Elle avait l'impression que ses larmes s'étaient déjà taries, car ce n'était pas la première fois qu'elle sentait l'odeur de la trahison chez son mari. Pourtant, quelque chose était différent ce soir. Une détermination se cristallisait dans sa poitrine, une décision déjà prise, finale et absolue. Elle ne serait plus la femme insensée qui pardonne pour maintenir l'apparence d'un foyer qui n'était, en réalité, qu'un simulacre. Le faible bruit d'un moteur de voiture fendit le vacarme de la pluie, suivi par l'éclat des phares balayant les rideaux. Michael était rentré. Grace prit une grande inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade, non pas d'amour, mais d'un mélange de peur et de dégoût. La porte s'ouvrit brusquement, révélant la silhouette de Michael avec une chemise froissée, une cravate desserrée et une forte odeur d'alcool mêlée à un parfum de femme entêtant. Michael fut surpris de voir Grace toujours assise dans le salon, l'observant avec une expression difficile à déchiffrer. Au lieu de se sentir coupable, il grogna d'agacement, comme si la présence de sa femme était un inconvénient pour sa tranquillité. Après une journée entière de divertissement, il jeta sa mallette de côté et tituba vers l'escalier sans même un mot de salutation pour Grace. Grace se leva lentement. Sa voix, lorsqu'elle lui demanda où il était passé à cette heure, était calme mais tranchante, brisant le silence de la nuit. Cette simple question fut l'étincelle qui alluma la fureur de Michael, sous l'emprise de l'alcool et de l'épuisement. Michael se retourna brusquement, les yeux rouges et flamboyants. Il hurla qu'elle n'avait aucun droit de contrôler sa vie, que pour lui, Grace n'était qu'une épouse dont la seule fonction était de rester silencieuse à la maison et de profiter de l'argent qu'il fournissait pour les dépenses. Grace ne recula pas. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant et leva son téléphone, l'écran s'éclairant pour montrer une photo de Michael embrassant la joue de Tiffany. Elle demanda qui était cette femme et pourquoi il osait lui faire ça, elle qui avait toujours essayé d'être une épouse obéissante et soumise. En voyant les preuves, le visage de Michael devint rouge cramoisi, non pas de honte, mais à cause d'un ego blessé. Il se sentait humilié d'avoir été pris sur le fait. Sans avertissement, une gifle brutale s'abattit sur la joue gauche de Grace, si forte que son frêle corps vacilla et tomba, s'écrasant contre une table décorative. Le son d'un vase qui se brise se mêla à un coup de tonnerre à l'extérieur. Grace porta une main à sa joue, qui brûlait et lançait d'une douleur intense. Le coin de sa lèvre était fendu et saignait. Mais Michael n'en avait pas fini. Il l'attrapa par les cheveux, forçant son visage à rencontrer ses yeux, et commença à l'insulter avec des mots si vulgaires qu'aucun mari ne devrait jamais les prononcer. Michael rejeta la faute de sa propre infidélité sur Grace, criant qu'il cherchait d'autres femmes parce qu'elle était ennuyeuse, trop rigide et incapable de satisfaire son ego masculin. Les coups de poing plurent sur le corps de Grace. Cette nuit-là, Michael libéra toute sa frustration, sa culpabilité tordue se transformant en rage et en sentiment de supériorité. Il frappa ses bras, lui donna des coups de pied dans les jambes et la bouscula jusqu'à ce qu'elle soit coincée contre le mur. Grace ressentit une douleur extraordinaire parcourir son corps. Ses côtes lui faisaient mal à chaque inspiration et sa tête tournait sans cesse. Cependant, au milieu de cette tempête de violence, quelque chose fit marquer un temps d'arrêt à Michael. Grace ne criait pas. Elle ne pleurait pas de manière hystérique et ne suppliait pas pour son pardon comme elle le faisait autrefois. Elle ne se défendait pas et ne lançait pas d'insultes en retour.
La femme restait simplement silencieuse, encaissant chaque coup les yeux grands ouverts, regardant Michael avec une expression vide, froide, morte. Le silence de Grace déconcerta Michael, mais son arrogance reprit le dessus. Il interpréta son silence comme un signe de peur et de soumission totale. Michael sentit qu'il avait réussi à briser sa femme, à lui apprendre à ne plus jamais le défier ou mentionner le nom de Tiffany. Après avoir évacué toute sa rage, Michael relâcha sa prise, laissant Grace glisser sur le sol froid au milieu des éclats brisés du vase. Michael cracha sur le côté, lissa ses cheveux ébouriffés et dit d'un ton méprisant que c'est ce qui arrive quand une femme ose manquer de respect à son mari. Il ordonna à Grace de nettoyer le désordre le matin même et de ne pas oser se plaindre à qui que ce soit si elle ne voulait pas que les choses s'aggravent. Michael monta dans la chambre principale, laissant Grace toujours assise sur le sol du salon. Après que la porte de la chambre à l'étage eut claqué, le silence revint dans la maison, seulement rompu par le bruit de la pluie qui redoublait d'intensité. Grace bougea lentement son corps meurtri. Elle grimaça de douleur en essayant de se lever. Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait le sang au coin de sa lèvre avec la manche de son chemisier. Elle ne ramassa pas les morceaux du vase brisé, elle les laissa éparpillés comme des témoins silencieux de la cruauté de cette nuit. D'un pas chancelant et boiteux, Grace se dirigea vers la chambre d'amis du rez-de-chaussée, non pas pour dormir, mais pour préparer son plan final. Dans l'obscurité de la chambre d'amis, Grace s'assit sur le bord du lit sans allumer la lumière. Des éclairs occasionnels illuminaient son visage tuméfié et gonflé. Elle fouilla dans la poche de sa robe déchirée et sortit son téléphone. L'écran était fêlé, mais il fonctionnait toujours. Ses doigts tremblants tapèrent un court message et joignirent un fichier vidéo. Ce fichier provenait d'une petite caméra de surveillance déguisée en horloge de bureau, qu'elle avait elle-même installée dans le salon une semaine plus tôt. Son intuition l'avait déjà averti qu'une confrontation de ce genre allait arriver. La caméra avait tout enregistré, le visage enragé de Michael, chaque coup, chaque insulte. Grace regarda l'écran de son téléphone, qui indiquait que le message était envoyé. Puis elle toucha l'ecchymose sur son visage, ressentant la douleur physique, mais son cœur se sentait étrangement léger. Elle ressentit un soulagement. Grace ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta simplement allongée à fixer le plafond, écoutant les pas de Michael au-dessus d'elle, faisant les 100 pas un instant avant de tomber dans le silence signe que sa torpeur alcoolisée l'avait plongée dans un sommeil profond. Grace imagina les visages de ses parents, Carol et Robert. Elle imagina le visage de son frère, Andrew. Pendant tout ce temps, Grace avait caché la honte de son mariage parce qu'elle ne voulait pas les inquiéter, et parce qu'elle avait été élevée pour être une épouse patiente qui couvre les erreurs de son mari. Mais ce soir, la limite de sa patience avait été pulvérisée en même temps que sa dignité bafouée. Grace sortit du lit alors que l'horloge sonnait 4 heures du matin. Son corps la faisait souffrir, mais son esprit était d'une clarté extraordinaire. Elle alla à la cuisine, non pas pour préparer le petit déjeuner par amour, mais pour préparer le terrain pour la dernière représentation de Michael. Elle commença à couper la viande, à mélanger les épices et à cuisiner avec une attitude calme, comme si rien ne s'était passé, bien que dans sa tête elle comptait les minutes avant la destruction de son mari. La lumière matinale filtrait à travers les stores de la chambre principale, éblouissant les yeux encore lourds de Michael. Il grogna doucement, ressentant un mal de tête lancinant dû à l'alcool de la veille. Cependant, derrière la brume, son odorat perçut un arôme très familier et appétissant, l'odeur du bœuf mijoté avec des épices riches comme l'ail, le thym et le laurier. C'était l'odeur du rôti de bœuf, son plat préféré, que Grace ne préparait que pour les grandes occasions. Immédiatement, les souvenirs de la nuit dernière défilèrent dans sa tête. Il se souvint de sa rage, des coups qu'il avait portés et de la façon dont Grace était restée silencieuse, sans se défendre. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Michael. Il se sentait fier de lui. Son esprit narcissique conclut que sa performance de la nuit dernière avait été un grand succès dans sa tâche d'éducation de sa femme. Selon la logique tordue de Michael, le rôti qui cuisait ce matin était un signe d'excuse de la part de Grace. Il était convaincu qu'elle l'avait préparé pour faire la paix, comme un signe qu'elle acceptait sa position d'épouse qui doit obéir et ne plus jamais remettre sur le tapis le sujet de Tiffany. Michael sortit du lit, étira ses muscles raidis et se dirigea vers la salle de bain, se sentant comme un vainqueur. Il imaginait Grace en bas, peut-être le visage marqué, dressant la table avec crainte, attendant ses ordres. Après s'être douché et avoir mis des vêtements décontractés mais élégants, Michael quitta la chambre. Il sifflota doucement en descendant l'escalier en marbre de sa luxueuse demeure. La maison semblait calme.
Il n'y avait pas de cliquetis de vaisselle ni de bruit de pas, seulement l'arôme du rôti qui devenait plus fort et plus invitant pour son estomac affamé. Quand ses pieds touchèrent le rez-de-chaussée, il vit que les éclats du vase de la veille avaient disparu. Le sol était propre et étincelant. Michael hocha la tête de satisfaction, se félicitant de la rapidité avec laquelle Grace avait appris à nettoyer un désordre sans qu'on le lui dise 2 fois. Il se dirigea vers la salle à manger, située plus au fond, séparée du salon par un paravent artistique. Michael entra dans la zone de repas d'un pas assuré, ajustant le col de son polo. Ses yeux se portèrent directement sur la grande table en chêne, qui était déjà élégamment dressée. Au centre de la table, un grand plat de service rempli de rôti de bœuf fumant était la vedette, entouré d'une purée de pommes de terre crémeuse, d'un gratin de haricots verts et de pain croustillant. C'était tout le menu préféré de Michael. Son estomac gargouilla bruyamment. Il sourit largement, se sentant traité comme un roi qui venait de gagner une bataille. Sans regarder de près autour de lui, il s'avança pour tirer sa chaise en bout de table, mais son mouvement s'arrêta net. Cette chaise était déjà occupée par quelqu'un. Le sourire sur le visage de Michael disparut instantanément, remplacé par un air de confusion qui se mua lentement en pure terreur. Son cœur sembla s'arrêter alors que ses yeux enregistraient véritablement la scène devant lui. Sur la chaise principale, là où il avait l'habitude de s'asseoir et de donner des ordres, siégeait Robert, le père de Grace. L'homme plus âgé, d'ordinaire amical, fixait maintenant Michael avec des yeux aussi acérés et mortels que des poignards. Ses mains étaient crispées sur la table, ses phalanges blanches. L'aura d'autorité et de fureur contenue émanant de Robert fit instantanément flétrir le courage de Michael. Michael déglutit, la salive ayant un goût amer. Ses yeux se tournèrent vers le côté de Robert. Là était assise Carol, sa belle-mère. La femme qui accueillait habituellement Michael avec des étreintes chaleureuses détournait maintenant le regard, ses yeux gonflés et rouges d'avoir pleuré. Des rides de profonde déception étaient gravées sur son visage vieilli. Carol ne voulait pas regarder Michael, comme si sa vue était impure et douloureuse. Debout derrière la chaise de Robert se trouvait Andrew, le frère aîné de Grace. La carrure robuste d'Andrew était tendue, sa mâchoire contractée, et son regard traduisait un désir puissant de bondir par-dessus la table pour réduire Michael en bouillie sur le champ, si ce n'était par éthique et respect de la loi. Michael fit un pas en arrière, ses jambes se sentant molles comme de la gelée. Il essaya d'ouvrir la bouche pour dire bonjour, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Robert, Carol, Andrew, quelle coïncidence de vous voir ici si tôt le matin, demanda-t-il, la voix étranglée et tremblante. Il essaya de chercher Grace, espérant que sa femme apparaîtrait de la cuisine avec des boissons pour détendre l'atmosphère. Où est Grace, appela-t-il avec panique, ses yeux cherchant frénétiquement dans la pièce. Mais Grace n'était pas là. Au lieu de Grace, le regard de Michael accrocha d'autres silhouettes debout dans le coin de la pièce, près de l'entrée de la cuisine et de la porte de sortie. Là se tenait Monsieur Hay, l'avocat de la famille de Robert, connu pour être rigoureux et imbattable au tribunal. Monsieur Hay tenait une tablette et un dossier épais, le visage sans expression. Et ce qui glaça le sang de Michael fut la présence de 2 officiers de police en uniforme debout aux côtés de Monsieur Hay. Leurs mains étaient posées sur leur ceinture, observant Michael avec le regard scrutateur d'agents de la force publique observant un criminel. Le silence dans la salle à manger était si oppressant que seul le tic-tac de l'horloge murale était audible. L'arôme du rôti, autrefois si appétissant, soulevait maintenant le cœur de Michael. Robert poussa lentement l'assiette de rôti devant lui vers Michael, qui se tenait toujours là comme une statue. Le son de l'assiette en céramique raclant la table en bois était strident et discordant. « Mange » ordonna Robert. Sa voix était basse, profonde et portait une menace réelle. Il n'y avait aucune trace de courtoisie. « Robert, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne comprends pas », dit Michael alors qu'une sueur froide commençait à perler sur ses tempes. « J'ai dit mange » hurla Robert, sa voix résonnant dans toute la pièce, faisant tressaillir Carol qui recommença à sangloter doucement. Robert désigna le rôti d'un index tremblant, secoué par une rage contenue. « Grace a cuisiné ceci pour toi ce matin. Elle l'a cuisiné avec un visage tuméfié, une lèvre fendue et un cœur brisé par ta faute. Elle l'a cuisiné comme un dernier acte de charité envers toi, Michael. Mange-le, car c'est le dernier repas délicieux que ta langue touchera jamais avant que tu ne pourrisses dans une cellule de prison. » Michael secoua la tête avec panique, son visage pâle comme celui d'un fantôme. « Prison ? De quoi parlez-vous ? Ce doit être un malentendu. Grace et moi avons juste eu une dispute conjugale normale.
Où est Grace? Laissez-moi lui parler. Michael essaya de faire un pas en avant, mais Andrew réagit promptement, frappant la table de son poing si fort que la vaisselle s'entrechoqua. N'ose même pas prononcer le nom de ma sœur avec ta bouche sale, trancha Andrew, ses yeux brûlants de haine. Tu crois qu'on ne sait rien? Tu crois que parce que ma sœur est restée silencieuse tout ce temps, tu pouvais la traiter comme un animal? Nous avons tout vu, Michael. Absolument tout. Monsieur Hay, l'avocat, s'avança calmement. Il plaça la tablette qu'il tenait sur la table devant Michael. Sur l'écran, les images de surveillance de la nuit précédente défilaient. La vidéo montrait clairement, en haute résolution, Michael giflant Grace au sol, la tirant par les cheveux et la battant sans merci. Le son des insultes de Michael et le bruit sourd des coups résonnaient des haut-parleurs de la tablette, remplissant la salle à manger de la preuve indéniable de son péché. Carole se boucha les oreilles, incapable de supporter le son de la souffrance de sa fille. Pendant ce temps, Robert observait Michael avec un regard de juge. Ce n'est pas une dispute conjugale, Monsieur Anderson, déclara Monsieur Hay d'un ton formel et froid. Il s'agit d'une agression caractérisée et de violence domestique, sur la base de l'examen médico-légal que nous avons déjà fait pratiquer sur Madame Anderson ce matin, ainsi que de cet enregistrement vidéo. Nous avons plus de preuves qu'il n'en faut pour vous traduire en justice et garantir que vous receviez la peine maximale. L'un des officiers de police s'avança, sortant une paire de menottes métalliques qui brillaient à la lumière du matin. Le déclic de l'ouverture des menottes sonna comme un glas pour la vie confortable de Michael. Les jambes de Michael finirent par lâcher. Il s'effondra au sol, fixant avec choc la table chargée de nourriture. Le rôti fumait encore, son arôme inchangé, mais maintenant cette odeur se mêlait à celle de la destruction de son propre avenir. Il réalisa que le silence de Grace la veille n'était pas un signe de soumission, mais le calme avant la tempête qui venait de l'engloutir. Le trajet jusqu'au poste de police sembla être un cauchemar sans fin pour Michael. Il était assis, serré à l'arrière de la voiture de patrouille, les mains menottées étroitement derrière le dos, flanqué de 2 agents costauds qui restèrent silencieux tout le long du trajet. La sirène hurlante qui se frayait un chemin dans la circulation matinale semblait annoncer sa chute à toute la ville. Michael fixait la fenêtre d'un air égaré, regardant défiler les grands immeubles de bureaux où il avait l'habitude de tenir des réunions d'affaires. La honte commença à s'insinuer dans son esprit, imaginant comment les voisins de sa communauté fermée exclusive s'étaient rassemblés ce matin-là pour le regarder être traîné hors de sa maison comme un vulgaire voleur. Lui, Michael Anderson, le jeune cadre prospère, respecté de tous, était maintenant traité comme un criminel. Mais derrière la honte, son arrogance brûlait toujours. Il croyait encore que l'argent et les relations pouvaient tout résoudre. Il pensait que ce n'était qu'un coup de bluff de la part de la famille dévastée de Grace et que tout serait bientôt réglé. En arrivant au commissariat, Michael fut conduit directement dans une petite salle d'interrogatoire froide et moisie. La pièce ne contenait qu'une table en métal et 2 chaises bancales. La lumière fluorescente vacillante au plafond ajoutait à l'atmosphère sinistre. Ils poussèrent brutalement Michael sur une chaise et lui retirèrent ses menottes, seulement pour lui menotter une main à la table. Il essaya de crier sur l'officier, exigeant son droit à un appel téléphonique et un traitement plus respectueux, mais ses cris ne firent que ricocher sur les murs de béton froid. Personne ne l'écouta. Les officiers le laissèrent seul là-dedans pendant près de 2 heures. Le silence était délibérément orchestré pour briser sa volonté pour rendre Michael anxieux, furieux et enfin terrifié. Il commença à tapoter sur la table. Sa jambe s'agitait impatiemment, et une sueur froide commença à tremper sa chemise coûteuse, désormais froissée. La porte métallique finit par grincer, un son qui écorchait les oreilles. Monsieur Hay, l'avocat de la famille, entra calmement, suivi d'un inspecteur de police chevronné. Monsieur Hay ne s'assit pas. Il resta debout de l'autre côté de la table, regardant Michael avec un mépris qui fit bouillir le sang de celui-ci. Michael libéra immédiatement sa fureur, accusant Monsieur Hay et la famille de Grace d'enlèvement et de diffamation. Il insista obstinément sur le fait que ce qui s'était passé la nuit précédente était un problème conjugal privé dans lequel des tiers ne devaient pas interférer, et encore moins la police. Michael offrit même avec arrogance une somme d'argent pour clore l'affaire sur le champ, persuadé que l'intégrité de chacun avait un prix. Monsieur Hay eut un léger sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il ouvrit sa mallette en cuir et en sortit un épais dossier rouge. Avec des mouvements délibérés, il étala les photos de l'examen médico-légal de Grace sur la table, juste devant le visage de Michael. Les photos étaient horribles, le visage de Grace tuméfié dans des tons de violet et de bleu, sa lèvre déchirée et recousue, et les contusions sur ses bras et son dos,
prouvant que la violence avait été répétée. Michael détourna le regard, incapable de faire face aux résultats de ses propres actions, mais M. Et le força à regarder. L'avocat expliqua d'une voix sans émotion que cet examen médico-légal ne prouvait pas seulement la violence physique de la nuit précédente, mais qu'il avait également mis au jour un sombre secret que Michael avait soigneusement gardé tout ce temps. L'inspecteur accompagnant monsieur et plaça alors un rapport de laboratoire sur le dessus des photos. Michael fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qu'une analyse de sang avait à voir avec une affaire d'agression. Monsieur y expliqua qu'après que Grace eût été mise en sécurité ce matin-là, le médecin avait effectué un bilan complet car elle se plaignait de vertiges fréquents et de faiblesse depuis quelques mois. Les résultats du laboratoire surprirent tout le monde. Des traces d'un sédatif à faible dose, une benzodiazépine, avaient été trouvées dans le sang de Grace, la même substance trouvée dans le flacon de vitamines que Michael donnait à sa femme chaque soir. Le visage de Michael, auparavant rouge de colère, devint blanc comme du papier. Son secret était découvert. Depuis 6 mois, Michael mélangeait en effet secrètement un sédatif aux boissons ou aux vitamines de Grace pour qu'elle s'endorme rapidement et ne pose pas trop de questions lorsqu'il rentrait tard ou sortait voir Tiffany. Il pensait que ses actions étaient astucieuses, une façon subtile de faire taire sa femme sans violence. Mais aux yeux de la loi, c'était un crime grave. Monsieur se pencha en avant, ancrant son regard dans les yeux de Michael, et lui dit que ce n'était plus un simple cas de violence domestique. Il s'agissait d'une tentative de meurtre avec préméditation et d'empoisonnement systématique d'un conjoint. Michael resta sans voix, sa langue paralysée. Il essaya de nier, disant qu'il ne s'agissait que de vitamines normales et que les résultats du laboratoire devaient être erronés ou falsifiés, mais sa voix semblait faible et peu convaincante, même pour lui-même. Le fait que Grace ait su et gardé le silence tout ce temps le fit frissonner. Il s'avéra que le silence de Grace n'était pas dû au fait que la drogue fonctionnait parfaitement, mais parce qu'elle rassemblait pièce après pièce les preuves pour le piéger. Michael réalisa qu'il était tombé dans un piège qu'il avait lui-même tendu. La femme qu'il pensait insensée et soumise s'était avérée être un adversaire bien plus intelligent et mortel qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'inspecteur commença à lire les articles du code pénal sous lesquels il serait inculpé. La peine potentielle n'était plus une question de mois, mais de plus d'une décennie de prison. L'ombre d'une carrière détruite, d'une réputation ruinée et d'une vie derrière les barreaux commença à danser devant les yeux de Michael. Il s'affaissa sur sa chaise, les épaules tombantes, son arrogance brisée et remplacée par une terreur réelle. Il supplia qu'on le laisse parler à Grace. Il implora monsieur de transmettre sa demande de pardon. Mais monsieur rangea simplement ses documents dans sa mallette. Avant de partir, il lui dit que Grace ne voulait plus entendre un seul mot de la bouche de Michael, et que la seule communication entre eux désormais se ferait par le marteau du juge au tribunal. La porte métallique claqua de nouveau, laissant Michael seul avec les ombres de sa destruction. Après des heures d'incertitude, Michael eut enfin la possibilité de passer un appel téléphonique. Son esprit tournait à toute allure. Il ne pouvait pas appeler sa mère dans sa petite ville natale, la vieille femme aurait sûrement une crise cardiaque en apprenant la nouvelle. Il ne pouvait pas appeler ses collègues de bureau, ce serait un suicide professionnel. Le seul nom qui lui vint à l'esprit fut celui de Tiffany, sa maîtresse, la femme qu'il avait choyée avec des mots doux et des promesses de fidélité. Michael était sûr que Tiffany l'aiderait. Ne s'aimait-il pas? Tiffany ne disait-elle pas toujours qu'il était tout pour elle? D'une main tremblante, Michael composa le numéro de Tiffany depuis le téléphone du commissariat. La ligne sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde enfin. La voix enjôleuse de Tiffany l'accueillit, lui demandant pourquoi il appelait d'un numéro inconnu. Michael, d'une voix qu'il s'efforçait de garder aussi calme que possible, expliqua qu'il avait un petit problème avec la police à cause d'une plainte de Grace. Il mentit, minimisant l'affaire, disant que c'était juste un malentendu mineur et qu'il avait besoin d'argent pour la caution afin de sortir temporairement. Michael promit de la rembourser au double dès qu'il pourrait accéder à son compte bancaire. En entendant les mots « rembourser au double », le ton de Tiffany changea immédiatement pour devenir enthousiaste. La femme accepta de venir avec ses économies, pensant qu'il s'agissait d'un petit investissement pour gagner définitivement le cœur et la fortune de Michael. 2 heures plus tard, Tiffany arriva, son style glamour étant complètement déplacé. Avec de grandes lunettes de soleil sombre et un sac à main de créateur, elle déambulait dans le poste de police comme s'il s'agissait d'un centre commercial. Après un processus administratif fastidieux et le paiement d'une caution considérable, Michael fut enfin autorisé à partir avec un statut de mise en liberté surveillée. Il devait se présenter chaque semaine et ne pouvait pas quitter les limites de la ville.
Alors qu'il franchissait les portes du commissariat et respirait l'air libre, Michael ressentit un soulagement immense. Il passa un bras autour de la taille de Tiffany, la remerciant affectueusement, et lui dit qu'il réglerait bientôt les choses avec Grace et divorcerait pour qu'ils puissent vivre heureux ensemble. Tiffany rayonnait, s'imaginant devenant bientôt Madame Anderson et vivant dans ce manoir luxueux. Cependant, le soulagement fut de courte durée. Monsieur Hay, qui attendait apparemment dans le hall, s'est approché d'eux. Sans aucun préambule, l'avocat a remis une grande enveloppe manie à Michael. Michael l'a prise avec une grimace. Monsieur Hay a expliqué qu'il s'agissait d'un avis de saisie d'actifs et d'un état des titres de propriété. Michael a laissé échapper un rire méprisant, disant que Grace n'avait aucun droit de saisir quoi que ce soit parce que la maison et les voitures avaient été achetées grâce à son dur labeur au fil des ans. Mais Monsieur Hay a calmement démonté cet argument. Il a rappelé à Michael de relire le contrat de mariage qu'il avait signé sans trop réfléchir, trop impatient d'épouser Grace, qui venait d'une famille riche. Le document stipulait clairement que le manoir dans lequel il vivait était une propriété héritée de Robert, mise au nom de Grace avant le mariage, et ne faisait donc pas partie de leurs biens matrimoniaux. Les voitures de luxe que Michael conduisait quotidiennement s'avéraient également avoir été achetées avec les fonds du compte commercial de la famille de Grace, légalement répertoriés comme des véhicules de société pouvant être rappelés à tout moment. Michael se tenait là, frappé de stupeur, les yeux écarquillés en lisant les documents juridiques. Il réalisait seulement maintenant que, pendant tout ce temps, il n'avait été qu'un passager dans une vie de luxe financée par sa femme. Le salaire important de Michael au fil des ans avait été dépensé pour son style de vie, les jeux d'argent en ligne et pour gâter Tiffany, le laissant pratiquement sans aucun actif de valeur en propre. Monsieur l'a ensuite informé d'autre chose qui a fait flageoler les genoux de Michael. Les cartes de crédit de Michael et l'accès à ses comptes bancaires avaient déjà été gelés par la banque en raison d'une plainte pour suspicion de détournement de fonds déposée par Robert ce matin-là. Il s'est avéré qu'un audit interne de l'entreprise était discrètement en cours depuis des mois. Ainsi, à ce moment-là, Michael n'avait littéralement plus un sou à son nom au-delà de l'argent liquide dans son portefeuille. Monsieur est parti, les laissant tous les deux sur le parking avec un sourire satisfait, laissant la réalité amère pénétrer l'esprit de Michael. Tiffany, qui avait entendu toute la conversation, a commencé à se dégager de son emprise. Son visage commençait à montrer du doute. Michael, paniqué par le changement d'attitude de Tiffany, a tenté de la convaincre que l'avocat ne faisait que bluffer. Il a obstinément insisté pour qu'ils aillent à son manoir pour prouver qu'il avait toujours le contrôle. Ils ont pris un taxi parce que la voiture de Michael avait déjà été saisie par la police comme pièce à conviction. Tout au long du trajet, Michael n'a cessé de se vanter de ses projets commerciaux et de la manière dont il détruirait la famille de Grace. Tiffany restait silencieuse, occupée sur son téléphone, commençant probablement à calculer les profits et les pertes de sa relation avec l'homme à côté d'elle. En arrivant à la porte de la communauté exclusive, leur taxi a été arrêté par le vigile. Michael est sorti furieusement, criant au garde qu'il connaissait depuis des années d'ouvrir la barrière, mais le garde l'a regardé froidement et a dit qu'il avait reçu des ordres directs de la propriétaire, Madame Grace Anderson, d'interdire l'entrée à Michael. La serrure de la porte avait été remplacée par un nouveau système numérique. Michael est entré dans une rage folle. Il a secoué les hautes barres de fer de la porte comme un fou, hurlant le nom de Grace. Les voisins ont commencé à sortir de chez eux pour regarder le spectacle gratuit avec des regards de mépris. Le point culminant de la dépression nerveuse de Michael s'est produit lorsque le garde a désigné un tas noir à côté de la guérite. Là, à l'intérieur d'un grand baril en métal, se trouvaient les restes fumants d'un feu de joie. Michael a accouru et a vu des morceaux carbonisés de ses coûteux costumes de créateur, des chaussures en cuir italien fondu et sa collection de montres-bracelets, le tout détruit par le feu. Tous les effets personnels de Michael, les symboles de son statut et de sa fierté, avaient été brûlés et réduits en cendres sur les ordres de Grace. Il ne restait rien. Il n'avait plus de vêtements pour se changer, plus de maison où retourner et plus aucun bien dont se vanter. Michael s'est tourné vers Tiffany, espérant trouver de la compassion. Mais Tiffany regardait le tas de cendres avec horreur, puis a regardé Michael avec une expression totalement nouvelle, le regard d'une femme réalisant que l'homme devant elle n'était pas une mine d'or mais un fardeau dégoûtant. Tiffany a reculé lentement, secouant la tête quand Michael a essayé de lui prendre la main. Devant la porte de la maison qu'il affichait autrefois comme son palais, Michael se tenait impuissant alors que le ciel du soir commençait à s'assombrir, annonçant le futur sombre qui l'attendait. Le ciel gris du soir semblait se moquer du sort de Michael, désormais abandonné devant la porte de son propre manoir. Le vent de l'après-midi soufflait fort,
emportant les cendres de ses vêtements coûteux brûlés. Michael regardait fixement la magnifique maison, l'endroit où il se sentait autrefois comme un roi, désormais scellé pour lui. Il s'est tourné vers Tiffany, qui se tenait là avec un regard dégoûté, serrant son sac à main de créateur comme si elle craignait qu'il ne soit lui aussi mis au feu. Michael a esquissé un sourire, un effort pathétique pour cacher la panique qui rongeait sa raison. D'une voix forcée à l'optimisme, il a suggéré qu'il parte. Il lui a dit que ce n'était qu'un revers temporaire et qu'il pourrait commencer une nouvelle vie dans son appartement à elle pendant un certain temps, le temps qu'il trouve un bon avocat pour récupérer ses droits. Il l'a assuré que Grace ne gagnerait pas éternellement. Ils ont quitté le complexe résidentiel de luxe, marchant sur une distance considérable avant de finalement héler un taxi sur l'avenue principale. Pendant le trajet vers l'appartement de Tiffany, l'atmosphère à l'intérieur du taxi était terriblement froide et inconfortable. Michael bavardait sans fin, divagant sur ses plans de vengeance, sur la façon dont il détruirait l'entreprise familiale de Grace et les ferait tous s'agenouiller pour demander pardon. Il essayait de se convaincre lui-même ainsi que Tiffany qu'il avait encore du pouvoir. Mais Tiffany restait silencieuse. Elle regardait par la fenêtre avec une expression vide, ses doigts tapotant impatiemment l'écran de son téléphone. Il n'y avait plus de mots affectueux, plus de gestes réconfortants, seulement un mur de glace qui devenait de plus en plus épais entre eux. Michael a essayé de prendre la main de Tiffany, mais elle l'a doucement retirée, s'excusant en disant qu'elle était collante et transpirante. Michael a avalé sa déception, pensant que Tiffany était peut-être juste sous le choc d'avoir vu ses affaires brûler. En arrivant dans le hall de l'immeuble, dont le loyer annuel avait été payé intégralement par Michael avec son bonus de l'année précédente, Tiffany a marché rapidement devant vers l'ascenseur. Michael l'a suivi comme un chiot perdu. Ses vêtements étaient froissés et sentaient l'aigre à cause de la sueur accumulée au poste de police. Lorsque la porte de l'appartement s'est ouverte, Tiffany ne l'a pas invité à entrer avec sa chaleur habituelle. Elle a jeté ses clés sur la table et s'est assise directement sur le canapé, croisant les jambes avec arrogance. Michael est entré avec hésitation, a fermé la porte doucement et a essayé de s'asseoir à côté d'elle. Mais avant même qu'il ne puisse toucher le canapé, Tiffany a levé une main, lui faisant signe de s'arrêter. Le regard de Tiffany, autrefois plein d'admiration, s'était maintenant transformé en un regard calculateur, aiguisé et pénétrant. Tiffany a demandé d'une voix plate et sans émotion, juste pour être sûre d'une chose. Elle a demandé s'il était vrai que tous les biens, la maison, les voitures et les comptes bancaires dont Michael s'était vanté tout ce temps appartenaient à Grace, ou étaient du moins gelés au nom de Grace. Michael est resté silencieux un moment, puis a hoché lentement la tête en essayant d'expliquer que ce n'était qu'une question technique juridique qui pourrait être résolue. Il a dit qu'il avait toujours son bon salaire et son poste de directeur dans l'entreprise, donc que l'argent ne serait pas un problème. Cependant, cette réponse n'était apparemment pas ce que Tiffany voulait entendre. La femme a reniflé brusquement. Un rire cynique s'est échappé de ses lèvres rouges vifs. Tiffany s'est levée, regardant Michael de haut en bas avec une expression de mépris qui a brisé sa fierté en 1 million de morceaux. Tiffany a commencé à déverser tout ce qu'elle avait gardé caché derrière son masque sucré pendant tout ce temps. Elle lui a dit qu'elle était restée avec Michael parce qu'il était une figure de réussite qui pouvait l'emmener faire du shopping dans des boutiques de luxe, dîner dans des restaurants 5 étoiles et lui offrir le style de vie dont elle rêvait. Elle n'était pas intéressée par un homme d'âge mûr en faillite avec un casier judiciaire qui avait été chassé de sa propre maison comme un chat errant. Les mots étaient comme des lames tranchantes coupant le cœur de Michael. Il restait béat, incapable de croire ce qu'il entendait. Il a essayé de rappeler à Tiffany l'amour qu'ils partageaient, les douces promesses d'être ensemble jusqu'à la mort qu'ils murmuraient autrefois au lit. Michael s'est agenouillé aux pieds de Tiffany, implorant sa compréhension, disant qu'il avait besoin d'elle maintenant plus que jamais. Mais les larmes de crocodile de Michael n'ont eu aucun effet sur Tiffany. La femme était dégoûtée. Elle a doucement poussé son épaule avec son pied pour l'éloigner. Tiffany a hurlé qu'elle n'était pas une œuvre de charité pour les sans-abri. Elle lui a rappelé que le bail de cet appartement expirait le mois prochain et que sans le flux d'argent de Michael, elle devrait trouver un nouveau parrain le plus tôt possible. La présence de Michael ne ferait qu'entraver sa recherche d'un autre homme riche. Cruellement, Tiffany a saisi ce qui restait des affaires de Michael, juste son portefeuille et son téléphone, et les a jetés vers la porte d'entrée. Elle lui a ordonné de partir à l'instant avant qu'elle n'appelle la sécurité de l'immeuble pour le signaler comme un intrus troublant la paix. Michael s'est levé, son corps tremblant. Ses yeux brûlaient d'un mélange de douleur et de rage qu'il ne pouvait évacuer. Il a regardé le visage de Tiffany une dernière fois, cherchant une trace de la femme qu'il considérait autrefois comme un ange.
Mais tout ce qu'il a trouvé, c'était la figure d'un monstre avide. Comme le dicton était vrai, l'argent parle. Sans lui, tu es invisible. Michael est sorti de l'appartement d'un pas lourd. La porte s'est refermée brusquement derrière lui, suivi du bruit du pêne dormant tournant 2 fois. Michael se tenait dans le couloir silencieux de l'immeuble seul, sans abri, sans le sou, et maintenant sans l'amour qu'il avait si fièrement affiché. Il réalisait à quel point il avait été stupide de sacrifier un diamant comme graisse pour une pierre tranchante comme Tiffany, qui maintenant le tailladait jusqu'au sang. Cette nuit-là, Michael a passé les heures dans les toilettes d'une station-service non loin de l'immeuble de Tiffany. Il ne pouvait pas bien dormir à cause des moustiques et du sol en carrelage froid, mais la faim qui lui tordait l'estomac était bien plus torturante. Il n'avait que quelques dollars dans son portefeuille, la monnaie de l'achat de cigarettes 2 jours auparavant. Il a acheté une miche de pain et une bouteille d'eau, les mangeant avec voracité tout en déplorant son sort. Cependant, au milieu de sa misère, une fausse lueur d'espoir est apparue dans son esprit. Il s'est souvenu de son travail, de sa carrière. Il était un directeur marketing de premier plan. L'entreprise ne pouvait pas simplement le licencier pour un problème personnel. Le lendemain matin, il irait au bureau, expliquerait tout au PDG et demanderait un prêt à l'entreprise. Fort de cette conviction, Michael a essayé de fermer les yeux, espérant que l'aube sauverait ce qui restait de sa dignité. Le soleil matinal, qui l'invigorait habituellement, brûlait maintenant la peau non lavée et collante de Michael. Il a essayé de se rafraîchir du mieux qu'il pouvait dans les toilettes publiques de la station-service, se lavant le visage et se peignant les cheveux avec ses doigts. Sa chemise était terriblement froissée et avait une tache de saleté sur la manche, mais il s'est forcé à redresser les épaules, enfilant le masque d'autorité qu'il avait l'habitude de porter. Il a dépensé ses derniers dollars dans un trajet en voiture partagée vers le gratte-ciel du quartier financier de la ville, où il travaillait depuis 10 ans, bâtissant sa réputation de brillant jeune cadre. Arrivé dans le majestueux hall au sol de marbre étincelant, Michael est entré avec assurance. Il s'attendait à ce que les agents de sécurité l'accueillent avec respect comme toujours, qu'ils lui ouvrent la porte et lui demandent comment il allait, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les 2 gardes de service à l'entrée principale ont chuchoté entre eux à son approche. Leur regard était étrange, un mélange de dégoût et de pitié. Ils ne lui ont pas ouvert la porte, laissant Michael pousser lui-même la lourde porte vitrée. Michael l'a ignoré. Pensant qu'ils étaient simplement paresseux, il s'est dirigé vers le tourniquet de sécurité des ascenseurs et a passé son badge d'employé. Le voyant lumineux de la machine a clignoté en rouge, suivi d'un long bip indiquant un accès refusé. Michael a froncé les sourcils, essayant son badge encore et encore. Le résultat était le même, accès refusé. La file d'employés derrière lui s'allongeait. Des murmures commençaient à se propager. Michael s'est retourné et a vu des dizaines de paires d'yeux le fixer. Ce n'étaient plus des regards d'admiration, mais de mépris. Certaines employées se couvraient la bouche en chuchotant à leurs collègues, le désignant du doigt. Les oreilles de Michael bourdonnaient. Il a capté des fragments de phrases comme « c'est lui, celui qui bat sa femme » et « quel sans-gêne ». Son cœur battait la chamade. La nouvelle s'était apparemment propagée plus vite qu'un virus. Un responsable des ressources humaines nommé Monsieur Roberts, qui avait été autrefois le subordonné de Michael, est sorti de l'ascenseur et s'est approché de lui. Le visage de Monsieur Roberts était sans expression et formel, sans le sourire amical qu'il affichait autrefois. Sans lui serrer la main, Monsieur Roberts lui a demandé de venir dans une salle spéciale au rez-de-chaussée, et non dans son bureau à l'étage. Michael a essayé de protester, demandant pourquoi son accès était bloqué, mais Monsieur Roberts a simplement répondu sèchement que c'était la procédure standard pour les employés en processus de licenciement. Le mot « licenciement » a frappé la poitrine de Michael comme un marteau de forgeron. Il a suivi Monsieur Roberts avec des jambes tremblantes, passant devant les regards accusateurs des réceptionnistes et du personnel du hall. À l'intérieur de la petite salle, le PDG de l'entreprise, Monsieur Sterling, était déjà assis. L'homme plus âgé, qui était normalement paternel, regardait maintenant Michael avec des yeux pleins d'une colère contenue. Sur la table se trouvait une tablette affichant la vidéo virale de la violence domestique de Michael contre Grace. La vidéo avait déjà largement circulé sur les réseaux sociaux depuis la nuit précédente, téléchargée par un compte anonyme et devenant une tendance nationale. La réputation de l'entreprise était en jeu car les internautes avaient commencé à attaquer les comptes de médias sociaux de la société en exigeant le licenciement de Michael. Monsieur Sterling n'a pas mâché ses mots. Il a placé la lettre de licenciement directement devant Michael. Michael a essayé de se défendre,
plaidant qu'il s'agissait d'une affaire personnelle sans rapport avec ses performances au bureau. Il a rappelé à Monsieur Sterling les objectifs de vente qu'il avait dépassés le mois dernier et les bénéfices qu'il avait générés pour l'entreprise. Mais Monsieur Sterling a frappé du poing sur la table, coupant court aux divagations de Michael. Monsieur Sterling a déclaré que l'intégrité était primordiale dans leurs affaires. Un homme capable de battre sa propre femme jusqu'au sang n'était pas apte à diriger une équipe ou à porter le nom de l'entreprise. De plus, Monsieur Sterling a révélé un fait qui a laissé Michael paralysé. Il s'est avéré que le plus gros investisseur qui venait d'injecter de nouveaux capitaux dans l'entreprise le mois dernier était un consortium commercial dirigé par Robert, le père de Grace. Ce matin-là même, un représentant de Robert avait appelé directement, menaçant de retirer l'intégralité de l'investissement si Michael restait employé de l'entreprise ne serait-ce qu'une seconde de plus. Monsieur Sterling n'avait d'autre choix que de se débarrasser de Michael pour sauver des centaines d'autres employés. Michael était stupéfait. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé à quel point le réseau familial de sa femme était étendu et puissant, un réseau qu'il avait toujours sous-estimé. Il ne se battait pas seulement contre Grace, il se battait contre un géant qui pouvait l'écraser d'un claquement de doigts. Monsieur Sterling a ajouté que Michael était licencié pour faute grave, ce qui signifiait qu'il ne recevrait pas un seul centime d'indemnité de départ. De plus, étant donné que l'affaire impliquait des infractions pénales et des violations éthiques graves, le nom de Michael serait inscrit sur la liste noire de l'association professionnelle. Cela signifiait qu'aucune entreprise réputée dans le domaine ne voudrait l'embaucher à l'avenir. La carrière que Michael avait bâtie avec sueur et sang pendant 10 ans s'est évanouie en un clin d'œil, détruite sans laisser de traces. 2 vigiles costauds sont entrés dans la salle avec l'ordre d'escorter Michael hors du bâtiment. Immédiatement, Michael a essayé de demander la permission de récupérer ses effets personnels sur son bureau photo, prix et documents importants. Mais Monsieur Roberts l'a informé que tous les articles personnels de Michael avaient déjà été emballés dans une boîte en carton et placés au bureau de la sécurité à l'extérieur. Il lui était strictement interdit de mettre les pieds dans les zones de bureau. Michael a été escorté vers la sortie comme un prisonnier, traversant le hall désormais encore plus bondé. Il avait l'impression de marcher dans un couloir en enfer. Tout le monde le fixait. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres le critiquaient ouvertement. Michael a atteint le devant du bâtiment. Le soleil de midi semblait lui brûler la peau. Le garde de sécurité lui a tendu une boîte en carton qui contenait autrefois des nouilles instantanées, contenant maintenant ses affaires. Michael l'a reçue avec des mains tremblantes. Il se tenait sur le trottoir brûlant, entouré par l'agitation de la ville. Les gens passaient en hâte, occupés par leur propre vie. Personne ne se souciait d'un homme mal habillé qui venait de tout perdre. Michael a levé les yeux vers le grand bâtiment une dernière fois, le bâtiment qui était autrefois un symbole de son succès. Il réalisait maintenant qu'il était complètement seul dans ce monde cruel, sans maison, sans femme, sans amante, sans argent, et maintenant sans travail. Le regret commençait à s'installer. Mais ce regret arrivait trop tard. Bien trop tard. Le jour de la première audience de médiation est arrivé, un jour qui aurait dû être un moment de réconciliation, mais pour Michael, cela ressemblait au jour du jugement dernier. Michael était assis dans la salle d'attente du tribunal, l'air tout à fait déplorable. La chemise qu'il portait était la seule qui restait dans sa boîte d'affaires, froissée et tachée de sueur pour avoir été portée pendant plusieurs jours sans lavage. Son visage était couvert d'une barbe mal entretenue, ses cernes étaient prononcées et son corps était décharné par le manque de nourriture et le stress intense. Ces derniers jours, Michael avait dormi partout où il le pouvait, dans des mosquées, dans des cabines de veilleurs de nuit, se cachant des collecteurs de dettes et des regards méprisants de ceux qui le reconnaissaient grâce à la vidéo virale. Il se sentait insignifiant, honteux et brisé. Cependant, dans le coin le plus sombre de son cœur, une lueur d'espoir absurde subsistait. Il pensait que s'il suppliait sincèrement, s'il montrait à quel point il souffrait maintenant, Grace s'adoucirait sûrement. La Grace qu'il connaissait était une femme douce qui ne supportait pas de voir même un chat avoir faim, sans parler de son propre mari souffrir. La porte de la salle de médiation s'est ouverte. Michael a tourné la tête rapidement, le cœur battant à tout rompre. La partie demanderesse est entrée. Monsieur et ouvrait la marche d'un pas ferme, suivi de 2 assistants juridiques, mais les yeux de Michael n'étaient pas sur eux. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette de la femme qui marchait au milieu d'eux. C'était Grace. Michael a presque failli ne pas la reconnaître. La Grace qui avait l'habitude d'avoir l'air terne dans des robes de chambre ou des tenues simples rayonnait maintenant d'un éclat extraordinaire. Elle portait un blazer chic et une jupe longue dans un ton nu élégant,
assortie à une écharpe en soie avec un imprimé délicat qui encadrait parfaitement son visage. Les ecchymoses sur son visage s'étaient estompées, couvertes par un maquillage léger qui soulignait sa beauté, restée cachée si longtemps sous l'ombre de la domination. Il n'y avait plus de regard de peur ou de doute. Grace marchait le menton haut, dégageant une aura de confiance et de sérénité qui était intimidante. Lorsqu'ils se sont assis l'un en face de l'autre à la table de médiation, Michael s'est senti comme un grain de poussière devant un diamant. Le médiateur du tribunal a commencé la séance en demandant s'il y avait une possibilité de réconciliation. Avant que Monsieur ne puisse répondre, Michael a interrompu immédiatement. Il s'est glissé de sa chaise, s'agenouillant sur le sol froid devant Grace. Il a versé des larmes qui étaient en partie feintes et en partie réelles par désespoir. Michael a commencé à bégayer des mots doux qu'il utilisait autrefois pour manipuler Grace. Il lui a dit qu'il avait commis une erreur, que Tiffany l'avait ensorcelé et qu'il jurait qu'il changerait pour être un meilleur mari. Il a supplié Grace de voir son état de délabrement actuel comme la preuve que le karma l'avait rattrapé et qu'il avait assez souffert. Il a essayé d'atteindre le bas de la jupe de Grace, espérant que le contact physique éveillerait des souvenirs du passé. Mais la réaction de Grace fut totalement inattendue pour Michael. Grace n'a pas retiré son pied avec dégoût, mais elle n'a pas pleuré d'émotion non plus. Grace a simplement regardé Michael prosterné avec une expression impassible, comme si elle regardait un étranger sans importance. Lentement, Grace a parlé. Sa voix était calme et basse, mais chaque syllabe était claire et perçait jusqu'à l'os. Grace a dit à Michael qu'il n'avait pas besoin de se donner du mal avec ce jeu d'acteur. Elle a dit que le Michael qu'elle aimait autrefois, le mari dont elle était fière, était en fait mort la nuit où le premier coup s'était abattu sur son visage. Le personnage devant elle maintenant n'était qu'une coquille vide, un homme lâche qui ne se souvenait de Dieu et de sa femme que lorsqu'il perdait ses biens et sa position. Grace a affirmé fermement qu'il ne restait pas une once d'amour dans son cœur. La seule chose qui restait était la gratitude que Dieu lui ait ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Michael s'est tu, levant les yeux vers le visage de sa femme. Il n'y voyait aucune colère. Ce qui était plus douloureux, il y voyait une indifférence totale. C'était le regard de quelqu'un qui avait vraiment tourné la page. Grace a ensuite fait signe à Monsieur Hay. L'avocat a sorti un document épais et l'a placé devant Michael. Grace a expliqué froidement qu'il s'agissait des preuves supplémentaires qu'il porterait devant les tribunaux pénaux pour détournement de fonds. Le document contenait une trace de transfert provenant des comptes de l'entreprise familiale de Grace que Michael gérait. Il s'est avéré que, durant les 2 dernières années, Michael avait fréquemment falsifié des reçus et gonflé des budgets, puis transféré la différence sur le compte personnel de Tiffany. Le montant total s'élevait à des centaines de milliers de dollars. Les yeux de Michael se sont agrandis. Une sueur froide coulait sur son visage. Il pensait avoir couvert cette trace avec soin. Grace a souri légèrement, un sourire mortel. Elle lui a dit que pendant tout ce temps, elle s'était tue, non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle attendait que le montant soit assez important pour s'assurer que Michael pourrisse en prison plus longtemps. L'argent que Michael a volé pour gâter sa maîtresse était de l'argent destiné aux orphelins, géré par la fondation familiale de Grace. Michael avait volé dans le lieu le plus sacré. Grace a conclu la conversation en disant qu'elle n'avait pas besoin des excuses de Michael, elle avait seulement besoin de justice. Elle s'est levée, a ajusté son blazer et est sortie de la pièce sans un seul regard en arrière, laissant Michael toujours à genoux, la bouche bée, réalisant que le nœud coulant juridique autour de son cou se resserrait maintenant davantage, l'étranglant. Après l'échec de la médiation et la menace de plus en plus réelle de la prison, Michael a senti que son monde s'était vraiment écroulé. Cependant, son instinct de survie vacillait encore. Il se souvint d'une personne qui ne l'abandonnerait sûrement jamais, quels que soient ses péchés, sa mère. Sa propre mère. La vieille femme qui vivait dans sa ville natale l'avait toujours adoré, l'avait toujours défendu, même lorsqu'il avait tort étant enfant. Michael était sûr que les prières et le témoignage d'une mère pourraient changer la situation ou au moins réduire sa peine. Avec les quelques dernières pièces de monnaie qu'il a trouvées dans la rue, Michael a appelé sa mère d'une cabine téléphonique. Il a pleuré de manière inconsolable, déformant les faits. Il lui a dit qu'il était calomnié par la riche famille de Grace, qu'il était traité injustement, et il l'a supplié de venir en ville pour être un témoin de moralité à son procès. Il avait besoin que sa mère dise au juge que Michael était un fils merveilleux, incapable de violence. Sa mère, à l'autre bout du fil, semblait choquée et pleurait de manière hystérique en apprenant le sort de son fils. La voix fragile de la vieille femme a rendu le cœur de Michael un peu plus léger. Il sentait qu'il avait son soutien.
Sa mère a promis qu'elle viendrait. Elle a dit qu'elle vendrait sa seule chèvre pour payer le ticket de bus vers la ville afin de défendre son fils unique, sa fierté et sa joie. Michael a raccroché le téléphone, se sentant un peu plus calme. Il pensait qu'au moins au procès, il ne serait pas seul. La présence d'une figure maternelle âgée et fragile susciterait sûrement la sympathie du juge et donnerait une mauvaise image de Grace pour avoir fait souffrir sa propre belle-mère. C'était la dernière stratégie rusée restant dans le cerveau de Michael. Le jour du procès est enfin arrivé. La salle d'audience était comble. L'affaire était devenue une sensation médiatique impliquant une famille d'affaires éminente et un scandale sensationnel. Michael était assis dans le box des accusés, portant une combinaison orange fournie par le tribunal. Sa tête était baissée, essayant d'éviter les flashs des appareils photo des journalistes, mais ses yeux se tournaient constamment vers l'entrée, attendant l'arrivée de sa mère. Et bien sûr, peu de temps après, la porte s'est ouverte. Sa mère est entrée d'un pas hésitant, portant une robe traditionnelle modeste et un simple foulard. Le cœur de Michael a bondi de joie. Il a souri largement à sa mère, prêt à recevoir une étreinte chaleureuse et défensive. Mais quelque chose était étrange. Sa mère ne s'est pas dirigée vers la galerie publique derrière lui. Au lieu de cela, elle a été guidée par un officier de justice vers la barre des témoins, et plus surprenant encore, elle était accompagnée d'Andrew, le frère de Grace. Michael a froncé les sourcils de confusion. Pourquoi sa mère était-elle avec la partie adverse? Peut-être qu'Andrew aidait simplement la vieille femme, pensa-t-il avec optimisme. Le juge a ensuite demandé à sa mère si elle était prête à donner son témoignage. Sa mère a hoché la tête lentement, des larmes coulant sur ses joues ridées. Michael regardait sa mère plein d'espoir, lui faisant signe des yeux de commencer à parler du bon fils qu'il était. Le juge a demandé, « Madame, est-il vrai que l'accusé, Michael Anderson, est un fils respectueux et responsable, comme il le prétend dans sa défense ?» Un silence tendu a envahi la salle. Sa mère a baissé profondément la tête, ses épaules tremblant de sanglots contenus. Puis, lentement, elle a levé son visage pour regarder Michael. Ce n'était pas un regard d'affection, mais un regard rempli de blessures, de déception et de colère réprimée. D'une voix rauque mais ferme, sa mère a répondu, « Non, votre honneur. Mon fils Michael n'est pas un fils respectueux. C'est un fils ingrat qui a lentement tué sa mère alors qu'elle est encore en vie. » Michael a sursauté violemment, comme s'il avait été frappé par la foudre par temps clair. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» a-t-il crié de panique. Mais le juge a immédiatement frappé de son marteau, lui ordonnant de se taire. Sa mère a continué son témoignage, sa voix tremblant terriblement. Elle a ouvert un vieux paquet en tissu qu'elle portait. À l'intérieur se trouvait un vieux livret d'épargne usé. Sa mère a expliqué que pendant 10 ans, elle avait économisé sou par sou en vendant des légumes au marché, mettant de côté pièce après pièce pour payer un pèlerinage, le rêve de sa vie avant de mourir. Il y a 2 ans, Michael est venu dans sa ville en pleurant, disant qu'il avait un besoin urgent de capital pour une entreprise, sinon il ferait faillite. Par pitié, sa mère a donné toutes ses économies de pèlerinage à Michael. Michael a promis de les rembourser en 6 mois. Mais il s'est avéré les sanglots de sa mère sont devenus plus forts, faisant taire toute la salle d'audience, émouvant tout le monde qu'il n'a pas utilisé cet argent pour une entreprise. Un de mes voisins, dont le fils travaille en ville, a vu Michael en vacances à la plage avec une autre femme. Cette femme n'était pas Grace. Il a utilisé l'argent sacré de sa mère pour la fornication. La salle d'audience a éclaté en murmures. Le juge a frappé son marteau à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre. Michael était pétrifié sur son siège, le visage cendré. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère soit au courant de cela. Il pensait que sa mère était une simple femme de la campagne, facile à tromper. Sa mère a fixé son regard sur Michael. Les larmes tombaient toujours, mais son regard s'est durci. « Je lui ai donné la vie. Je l'ai allaité, mais j'ai échoué à l'élever », a continué sa mère d'une voix déchirante. « J'ai honte, votre honneur. J'ai honte d'avoir un fils qui bat une femme aussi bonne que Grace. J'ai honte d'avoir un fils qui vole sa propre mère. Je ne suis pas venu ici pour le défendre. Je suis venu pour le voir puni. Que la prison lui apprenne car je n'en suis plus capable. » Ces mots ont été le dernier clou du cercueil. Sa propre mère, la seule personne qu'il espérait être sa protectrice, se tenait maintenant comme son accusatrice la plus dévastatrice. Carol, assise dans la galerie publique, a été vue embrassant la mère de Michael, qui s'est presque évanouie après avoir donné son témoignage.
C'était une image de solidarité entre mères qui a ému tout le monde présent, sauf Michael. Michael a senti sa poitrine se serrer. L'oxygène semblait avoir disparu de la pièce. Il a été trahi par sa propre cupidité et maintenant trahi par son propre sang. Il a regardé sa mère, dont le visage était détourné par Andrew pour qu'elle n'ait plus à le regarder. Ce jour-là, Michael n'a pas seulement perdu sa liberté, il a perdu son statut de fils. Il était un orphelin au sens le plus triste, abandonné par sa propre mère à cause de son comportement, qui avait depuis longtemps dépassé les limites de l'humanité. L'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience ce jour-là semblait si dense et étouffante, comme si l'air refusait de circuler au milieu de la tension extrême. C'était le dernier jour du procès, le jour où le sort de Michael serait décidé par le marteau du juge. Michael était assis dans le box des accusés, son corps encore plus mince, son visage presque méconnaissable. Ses yeux étaient sauvages et terrifiés, parcourant la pièce, cherchant la moindre petite fissure pour échapper à cette amère réalité, mais il n'y avait pas d'issue. À sa droite, l'équipe de l'accusation était assise avec des montagnes de dossiers de preuves empilés aussi aucune forteresse. À sa gauche, le défenseur public qui lui avait été assigné par l'État semblait résigné et découragé, conscient que cette affaire était une impasse pour son client, qui avait déjà tout perdu. La plus grande surprise de la journée est survenue lorsque le procureur a appelé le dernier témoin. La porte de la salle d'audience s'est ouverte et Tiffany est entrée. Elle marchait la tête baissée, évitant le regard de tout le monde, surtout celui de Michael. L'apparence de Tiffany était radicalement différente de d'habitude. Il n'y avait ni robe luxueuse ni bijoux étincelants. Elle portait des vêtements simples et n'était pas maquillée, essayant de paraître innocente devant la loi. Michael a sursauté sur son siège, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il avait pensé que peut-être Tiffany avait encore de l'affection pour lui, ou au moins une certaine solidarité, mais cet espoir s'est brisé dès que Tiffany a commencé à parler dans le micro. Pour se sauver des répercussions juridiques en tant que bénéficiaire de fonds détournés, Tiffany avait passé un accord avec l'accusation pour devenir un témoin coopérant. Devant le panel de juges, Tiffany a rejeté toute la faute sur Michael. Elle a témoigné à travers des larmes de crocodile que c'était Michael qui l'avait forcé à accepter l'argent. Elle a confessé que Michael était un homme manipulateur qui l'avait piégé dans une relation interdite avec de fausses promesses de luxe. Tiffany a même raconté comment Michael dénigrait fréquemment Grace devant elle, qualifiant sa femme de femme idiote facile à tromper. Chaque mot sortant de la bouche de Tiffany était comme un couteau dans le dos de Michael. L'homme a hurlé de manière hystérique, traitant Tiffany de traîtresse et de menteuse, mais ces éclats n'ont fait que le faire paraître pire et plus instable aux yeux du juge. Les agents de sécurité ont rapidement maîtrisé Michael, le forçant à se rasseoir et le faisant taire. Après avoir entendu tous les témoins et examiné les preuves, le moment du verdict est venu. Le juge président, un homme mûr avec des lunettes épaisses et un visage sévère, a commencé à lire la sentence d'une voix qui résonnait dans toute la salle d'audience. Le juge a déclaré que Michael avait été reconnu légalement et de manière convaincante coupable d'avoir commis des crimes de violence domestique aggravés entraînant des blessures physiques et un traumatisme psychologique, de tentatives d'empoisonnement avec préméditation, ainsi que de détournement de fonds d'entreprise à grande échelle. Il n'y avait aucun facteur atténuant pour la peine de Michael. Son attitude non coopérative, son manque de remords sincères, et même son audace à utiliser l'argent de sa propre mère sont devenus des facteurs aggravants. Le juge a pris une grande inspiration avant d'imposer la peine maximale. Michael a été condamné à 15 ans de prison plus une amende de centaines de milliers de dollars. Si l'amende n'était pas payée, la peine de prison serait prolongée et tous les actifs restants seraient saisis par l'État. Le marteau a frappé 3 fois avec un bruit sourd qui sonnait comme un glas funèbre pour l'avenir de Michael. La salle d'audience a immédiatement éclaté. Des applaudissements étouffés provenaient des bancs publics remplis par la famille de Grace et des militantes des droits des femmes qui avaient suivi l'affaire. Michael était anéanti, son corps affalé sur la chaise comme si ses os avaient été retirés. Il sanglotait bruyamment, appelant le nom de sa mère, mais sa mère n'était plus là. Elle était retournée dans sa ville le cœur brisé après son témoignage la semaine dernière, refusant de rendre visite à Michael, ne serait-ce qu'une fois. Alors que les officiers de justice commençaient à traîner Michael vers la cellule de détention, son regard s'est fixé sur un point. Au premier rang, Grace s'est levée lentement. La femme n'a pas applaudi, et elle n'a pas souri malicieusement. Son visage était serein, paisible et plein de soulagement. Elle a serré Robert et Carol dans ses bras, puis a poliment salué le procureur d'un signe de tête. Grace paraissait radieuse, tellement hors de portée de Michael, comme s'ils étaient des créatures de dimensions différentes.
Michael a essayé de crier le nom de Grace, espérant qu'elle se retournerait, même une seconde, espérant voir un reste de sentiment dans ses yeux, mais Grace ne s'est pas retournée du tout. Elle s'est détournée et s'est dirigée vers la sortie, entourée de gens qui l'aimaient, laissant Michael toujours en train de se débattre alors qu'il était traîné par les agents dans l'obscurité du couloir de la prison. Ce jour-là, Michael a enfin compris que la punition la plus dure n'était pas l'emprisonnement physique, mais la réalité qu'il avait été complètement effacé de la vie des gens qu'il avait autrefois sincèrement aimés. Il n'était plus maintenant qu'un mauvais souvenir, une tâche qui avait été nettoyée avec succès. 5 ans plus tard, le soleil brûlant de midi cuisait l'asphalte des rues bondées et poussiéreuses de la capitale. À la périphérie de la ville, dans une zone densément peuplée et à faible revenu, se trouvait un petit restaurant bon marché aux murs noircis par les gaz d'échappement des véhicules. À l'arrière du restaurant, près d'un égout malodorant, un homme mince et décharné aux cheveux grisonnants et ébouriffés était accroupi, lavant une pile de vaisselle sale. Cet homme était Michael. Il venait d'être libéré sur parole il y a quelques mois en raison de la surpopulation carcérale, mais la liberté ne lui avait pas apporté une vie meilleure. Avec un casier judiciaire étendu et un nom sur liste noire partout, aucune entreprise ne voulait l'embaucher, même pas comme agent de sécurité. Ses biens étaient partis depuis longtemps, utilisés pour payer les amendes et les dédommagements, et sa famille au pays avait complètement coupé les ponts. Sa mère était décédée 1 an après son entrée en prison, emportant sa déception dans la tombe, ne lui ayant jamais rendu visite une seule fois. Michael faisait maintenant des petits boulots. Parfois porteur au marché, parfois collecteur de bouteilles en plastique, et maintenant plongeur dans ce restaurant pour un salaire qui couvrait à peine la nourriture et les cigarettes. Son dos lui faisait souvent mal à cause des nuits passées sur les sols froids de la prison, et il avait perdu plusieurs dents à cause de la malnutrition. Ses mains, autrefois douces pour n'avoir tenu que des stylos coûteux et des volants de voitures de luxe, étaient maintenant rugueuses, gercées et sentaient le savon bon marché. La propriétaire du restaurant, une femme corpulente et de mauvaise humeur, lui criait fréquemment dessus s'il travaillait trop lentement ou s'il cassait un verre. Michael, autrefois fier et arrogant, ne pouvait plus que baisser la tête docilement. Son esprit avait été brisé et piétiné par la roue cruelle de la vie qui avait tourné vers le bas. Cet après-midi-là, le restaurant était calme. Michael se reposa un instant, essuyant la sueur de son front avec la manche de sa chemise sale. Ses yeux dérivèrent vers la vieille télévision à tube suspendue dans un coin. Les informations diffusaient un reportage spécial sur les prix de la femme inspirante de l'année. L'écran de télévision montrait une salle de bal d'hôtel élégante scintillant de lustres en cristal. La caméra s'est ensuite focalisée sur une femme montant sur scène pour recevoir un trophée. Le cœur de Michael sembla s'arrêter. Le gobelet en plastique dans sa main tomba au sol. La femme sur l'écran de télévision était Grace. Elle paraissait beaucoup plus jeune et plus belle qu'il y a 5 ans. Son foulard était élégamment arrangé, son sourire plein de confiance. Le narrateur expliquait que Grace était maintenant propriétaire d'une entreprise de traiteurs prospères et d'une chaîne de restaurants traditionnels avec des succursales dans plusieurs grandes villes, ainsi que la fondatrice d'une organisation qui aidait les victimes de violences domestiques à se rétablir et à devenir indépendantes. Debout à côté de Grace se trouvait un bel homme qui la regardait avec fierté et amour. C'était le nouveau mari de Grace, un médecin spécialiste respecté connu pour sa générosité. Dans le public, on voyait Robert et Carol applaudir tout en tenant un adorable petit garçon, le fils de Grace, issu de son second mariage. Ils riaient tous joyeusement, l'image d'une famille parfaite, complète et chaleureuse. Michael restait figé, fixant l'écran flou. Il voyait la vie qui aurait pu être la sienne. Si seulement il n'avait pas été cupide. Si seulement il n'avait pas trahi. Si seulement il avait été reconnaissant. Le regret frappa sa poitrine avec une force brutale, le laissant sans souffle. Il se souvint comment Grace avait pris soin de lui avec dévouement, comment elle l'avait toujours regardé avec le même amour qu'elle donnait maintenant à son nouveau mari. Michael avait jeté un diamant pour courir après des détritus, et maintenant il devait vivre dans ces détritus. Des larmes roulèrent au coin de ses yeux ridés, mouillant ses joues sales. « Et, qu'est-ce que tu fais là à rester planté comme un idiot ?» cria la propriétaire du restaurant, tirant Michael de sa rêverie. La femme posa une assiette en aluminium sur la table près de l'endroit où il était accroupi. « Voici ton déjeuner. Mange et retourne à la vaisselle. Les clients arrivent. » Michael regarda le contenu de l'assiette, du riz blanc froid de la veille avec un peu de sauce d'un ragoût, déjà grasse, et un petit morceau de viande coriace et brûlée. C'étaient les restes du fond de la marmite, normalement jetés ou donnés à un chat, mais aujourd'hui c'était sa ration de déjeuner.
L'estomac affamé de Michael grogna douloureusement. Il prit l'assiette d'une main tremblante. L'arôme du ragoût, bien que rassis et mélangé à l'odeur du savon, renvoya instantanément ses souvenirs à ce matin d'il y a 5 ans. Il se souvint de ce matin, le matin où il s'était réveillé avec l'odeur d'un ragoût de bœuf parfait préparé par Grace. Du bœuf de premier choix tendre, des épices qui avaient pénétré chaque fibre, servi sur une table à manger luxueuse avec tout son amour. Le matin où il s'était senti arrogamment comme un gagnant, capable de piétiner la femme qui avait préparé ce délicieux repas. À l'époque, il avait rejeté un repas du paradis pour son ego. Et maintenant ici, près d'un égout puant, il devait manger les restes au goût amer d'un ragoût pour survivre. Michael porta le riz et la sauce froide à sa bouche. C'était insipide et triste, mais chaque bouchée ressemblait à un couteau remuant dans son cœur. Il mangeait en pleurant, sanglotant de manière incontrôlable. Des larmes tombaient sur l'assiette, se mélangeant à la sauce. Il mangeait goulûment parce qu'il avait faim, mais aussi avec une douleur indescriptible. Il réalisait que c'était son véritable dernier repas, non pas le petit déjeuner luxueux qu'il avait laissé sur sa table à manger des années auparavant, mais ces restes qui étaient devenus le symbole de la destruction totale de sa vie. Sur l'écran de télévision, Grace saluait en concluant son discours, accueilli par une salve d'applaudissements tonitruants. Dans le coin sombre du restaurant, Michael s'étouffait avec ses propres sanglots, seul, humilié et oublié. Le karma avait accompli sa tâche parfaitement. La pluie tombait doucement, mouillant les fenêtres de la cuisine chaleureuse et lumineuse de Grace. Un arôme très familier remplissait à nouveau la pièce, l'odeur d'un bouillon de bœuf frémissant mélangé à des épices riches comme l'ail, le thym et les feuilles de laurier. Grace cuisinait un ragoût de bœuf, mais cette fois l'atmosphère était complètement différente de celle d'il y a 5 ans. Il n'y avait pas de bleu sur son visage, pas de peur lui serrant la poitrine, et pas de plan de vengeance mûrissant dans son esprit. Elle remuait la grande marmite, fredonnant doucement, portant un joli tablier aux couleurs pastel. Aujourd'hui était son 2e anniversaire de mariage avec son nouveau mari, le docteur Arthur, un pédiatre que sa famille lui avait présenté. Dans un autre coin de la ville, sombre et humide, Tiffany était recroquevillée dans le coin de sa minuscule chambre louée. On frappait à la porte depuis l'extérieur, c'était la propriétaire qui réclamait 3 mois de loyer impayé. Tiffany se couvrait les oreilles, tremblant de peur. La beauté dont elle se vantait autrefois comme d'un capital pour attirer les hommes riches s'était maintenant fanée, consumée par le stress et un mode de vie médiocre. Son visage paraissait prématurément vieux, avec des ridules apparaissant au coin de ses yeux enfoncés. Après que l'affaire a éclaté et que le nom de Tiffany a été terni partout, aucun homme respectable ne voulait être près d'elle. Elle a fini comme maîtresse d'hommes infidèles, grossiers et avares jusqu'à ce qu'elle soit finalement rejetée alors qu'elle commençait à vieillir. Tiffany regardait son reflet dans le miroir fêlé de son armoire, voyant une femme pathétique qui s'était sentie autrefois victorieuse pour avoir volé le mari d'une autre, consciente maintenant qu'elle n'était qu'un trophée tournant qui avait perdu sa valeur. De retour chez Grace, une paire de bras vigoureux s'est enroulée doucement autour de sa taille par derrière. Grace a souri, appuyant sa tête sur l'épaule de son mari. Le docteur Arthur a embrassé sa joue et a loué l'arôme appétissant de la nourriture. Il n'y avait pas de cris, pas d'insultes, pas d'exigences, seulement une appréciation sincère. Grace a éteint la cuisinière et s'est tournée vers son mari. Elle s'est brièvement souvenue du nombre du passé, du ragoût de bœuf qu'elle avait servi à Michael en guise d'adieu. À l'époque, le ragoût était un symbole de sa colère, un symbole de sa dignité blessée. Mais aujourd'hui, Grace avait réclamé le sens de ce repas. Ce ragoût n'était plus à propos de Michael, ce ragoût était à propos de l'amour, de la famille et de l'avenir. Ce soir-là, ils ont dîné avec Robert et Carol, qui étaient venus leur rendre visite. Les rires remplissaient la salle à manger. Au milieu de la conversation chaleureuse, Grace a jeté un coup d'œil au calendrier sur le mur. Elle s'est arrêtée un moment. La date d'aujourd'hui était exactement la même que la date de cette nuit de violence d'il y a 5 ans. Mais ce qui a fait sourire Grace de soulagement, c'est la réalisation qu'elle l'avait presque oublié. Elle ne marquait plus ce jour comme un jour de deuil ou de traumatisme. Le souvenir de Michael, des coups et de la trahison, s'était estompé en une petite tache dans le passé qui ne faisait plus mal. Grace réalisait que la meilleure vengeance n'était pas de voir son ennemi souffrir, mais de vivre si heureuse que l'on oublie que son ennemi a un jour existé. À l'extérieur de la clôture de la maison de Grace, un vieux collecteur de déchets titubait sous la pluie, portant un sac mouillé. Il s'est arrêté un instant, sentant l'arôme du ragoût de bœuf porté par le vent depuis la ventilation de la maison luxueuse. Son estomac a grondé, l'eau lui est venue à la bouche.
Ce collecteur de déchets, Michael, fixait la lumière jaune et chaude brillant de la fenêtre de la salle à manger. Il pouvait voir les silhouettes d'une famille heureuse à l'intérieur, ressentant une douleur déchirante. Mais il savait qu'il ne méritait même pas de toucher le portail. D'un pas lourd, Michael a baissé la tête et a continué son chemin dans l'obscurité de la nuit, emportant son éternel regret. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Grace riait librement, véritablement libre et entière à nouveau. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la valeur du respect, de la loyauté et sur la façon dont le karma trouve toujours son chemin, j'aimerais connaître votre opinion. Que feriez-vous à la place de Grace? Avez-vous déjà connu quelqu'un qui n'a pas apprécié ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il perde tout? Dites-le moi dans les commentaires. J'aime lire vos histoires et vos réflexions. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Partagez cette vidéo aide également plus de personnes à entendre ce message sur les conséquences de nos actions.